Tout tremblait, tout clignotait. J'étais comme écorché. Et là, je me suis dit, je ne peux pas faire cette tournée. J'ai peur, je crois que là, je vais mourir. J'ai parfois peur, comme je suis une artiste et que je dois aussi tenir mon rôle de mère, de ne pas pouvoir faire les deux convenablement. Et le résultat de ce conflit, ce sont toutes ces nuits sans sommeil. Parfois, quand on regarde bien, on voit qu'un animal qui nous fait peur est lui aussi effrayé. Donc on ne sait pas qui a peur de qui. Les animaux sont un miroir. Il y a quelque chose en eux qui nous ramène à nos propres doutes et nos propres abîmes. Le livre s'appelle « Apprendre à avoir peur ». Parce que j'ai dû aussi apprendre à vivre la peur. Toutes ces peurs viennent de ma vie. Toutes viennent de la peur que j'ai vécue. Parfois, elle arrive même dans des moments de bonheur, de façon complètement inattendue. La peur des gens, des situations, de nous-mêmes, de l'échec. Devant des dizaines de milliers de gens, le leader du groupe Jupiter Jones est soudain submergé par la peur. Il est alors au sommet de sa carrière. Quand on écrit un tube comme ça rapporte vraiment de l'argent. On avait sorti cet album qui avait très bien marché. On venait de sortir le nouveau. On voulait partir en tournée de promotion et bien sûr, dans ces cas-là, on n'a pas envie de tout envoyer promener. Quand on monte sur scène et qu'on joue 2 morceaux, le pouls à 160 avec 1000 personnes en sueur en face, et qu'on survit à ça, on se dit, voilà, ça s'est bien passé, donc ça m'a aidé même. Jusqu'au jour où les crises de panique ont commencé à m'accompagner sur scène. Et là, ça devient pourri d'être sur scène en face de 35 ou 40 000 personnes. De faire comme si on était la pointure, le chanteur d'un groupe de rock avec des tatouages partout, quand on sait qu'à chaque instant on est sur le point de mourir. Et c'est là que je me suis dit, je ne peux pas faire cette tournée. J'ai peur. Nicolas Müller a une petite trentaine quand la peur tourne en panique. Son groupe vient de prendre d'assaut les charts en Allemagne avec le tube « Still », un morceau où il parle de la mort de sa mère, un hymne pour ceux qui sont tristes. Jusque-là, les peurs qui l'occupaient étaient comparativement moins douloureuses. La peur du vide, des grenouilles, des catastrophes. Je ne suis plus aussi hypocondriaque, mais je le suis toujours beaucoup. Ça veut dire que j'ai constamment peur. Enfin, je dirais plutôt que j'ai un rapport déséquilibré à la mort. Je trouve qu'elle n'est absolument pas nécessaire. Je pense que c'est un très mauvais concept. Il y a toute une collection de peurs, mais ça tourne toujours autour de la même chose. Ça tourne autour de la perte. Nicolas a grandi en province, dans l'Eifel. C'était le garçon avec la guitare et la voix rauque. Il a ressenti très tôt que la peur était un problème dans sa vie. Je ne peux pas dire exactement quand la peur s'est manifestée dans ma vie, mais je peux vous dire ce qui l'a déclenché. C'est le moment où ma mère est morte. C'est là que j'ai eu ma première crise de panique, dramatique comme il se doit. C'est comme ça la peur. Elle recherche toujours des situations où elle peut être aussi perfide et dégueulasse que possible, comme l'enterrement de ma mère à l'église. Au milieu de la cérémonie, je suis sorti. Il écrit un livre sur son anxiété qui devient un best-seller. Nicolas Müller est l'une des premières personnes publiques à faire son coming out là-dessus. Ce n'est pas facile, mais ça l'aide. Ça lui permet aussi de comprendre ce qui est arrivé à ce moment où sa peur est devenue publique. Au milieu de la chanson, la panique m'a saisi. Au début, je ne savais pas ce qui était en train de m'arriver. Au milieu de l'accord, j'ai lâché le manche de la guitare et j'ai agrippé le pied du micro. En allemand, dans le jargon technique, on dit Galgen, la potence, c'est cynique. Et ça m'a servi de béquille.
Au moins, ça m'a permis de rester debout. J'ai chuchoté les derniers mots du couplet au public d'une voix rauque. Et ensuite, je me suis senti pris à la gorge, serré à mort. Vertige, le pouls qui s'affolait, tout ce qui peut être fatal, au point que je me suis retourné vers mes collègues du groupe et que j'ai fait le geste du bourreau, avec le pouce qui tranche la gorge. Terminé. Tout le monde m'a regardé aussi choqué qu'inquiet, et nous avons annoncé que le concert était fini. Je pleurais comme un bébé. Non, pas ici. Pas ici aussi. C'est là que le groupe a dit, bon, maintenant il va falloir qu'on se sépare. Ils étaient complètement dépassés et je les ai très bien compris. L'idée d'avoir construit son avenir sur un projet qui repose largement sur quelqu'un qui ne peut plus rien assumer. Dans ce métier, on ne pardonne pas. Nous sommes tous remplaçables. Et ça fait peur. D'abord, on n'en a pas parlé. Nos partenaires dans le business risquaient de dire « Les gars, on ne peut plus travailler avec vous. Toi, tu représentes un trop grand risque. » Et j'ai entendu ça souvent dans ma vie. Donc là, le groupe n'existe plus. Et tout d'un coup, je suis au chômage. Donc le désastre. Avec cet avantage énorme que maintenant je peux en parler normalement. Ce qui me manquait beaucoup avant. Il parle de la peur de l'échec, la peur de perdre ce qu'on a, le succès, les amis. Il parle de la peur dans les supermarchés, de la peur dans les moments les plus beaux, le sexe par exemple. Il va en thérapie, s'entraîne à contrôler sa respiration et ça le touche dans sa substance. Il perd plus de 20 kilos. Je suis très contre cette idée de l'artiste qui souffre, le côté « je ne peux pas créer quand je ne vais pas mal ». Du coup, je ne savais plus quoi faire parce que je me disais « est-ce que c'est ça ma motivation, toute cette destruction? Est-ce que c'est ça le terreau sur lequel pousse mon art? Sans elle, rien n'est possible. C'est une situation vraiment stupide. On doit se décider entre l'un ou l'autre, mais on s'aperçoit que ça n'a pas de sens. Il y a des gens qui écrivent des chansons même quand ils sont heureux. C'est ça qu'il fallait que j'apprenne, pour commencer. Quand il va mieux, il reprend le projet Jupiter Jones, mais avec un effectif réduit, sans pression, en laissant de l'espace à ses peurs, mais en gardant aussi la certitude qu'il est un maillon faible. Et c'est justement ce qui le libère. S'il m'arrivait de cesser d'avoir peur, je me sentirais encore plus mal. Il y a un film avec Michael Douglas où il n'a plus peur, et là, qu'est-ce qui arrive? Il meurt, surprise. C'est comme un réflexe vital pour moi, la peur. Je dois et je veux garder tout ça, parce que je crois que les gens ne peuvent pas être empathiques s'ils ne connaissent pas la peur. J'ai toujours un peu peur chaque jour et ça me convient. Quand je regarde le monde, je me demande comment on peut vivre sans peur. Aujourd'hui, je n'ai pas eu de panique. C'est une bonne nouvelle. La peur ne disparaît pas simplement ni définitivement. Il faut la tenir en échec, apprendre à vivre avec. À Zurich, c'est ce qu'un artiste comique a fait la plus grande partie de sa vie. Et il a tout écrit dans un livre magnifique qui a reçu des prix. Je suis Nando von Arp, j'habite Zurich et j'y travaille. Je suis illustrateur et auteur de BD. J'ai peur tous les jours, mais aujourd'hui j'étais particulièrement nerveux parce qu'on va me filmer et que je préfère communiquer à travers les images et le texte des BD que par la parole. Un humour léger, des images saisissantes, c'est avec ça que Nando von Arp explore la façon dont les peurs naissent, se transforment et la façon de composer avec. Le livre s'appelle « Apprendre à avoir peur » parce que moi aussi j'ai dû apprendre la peur. Toutes ces expériences viennent de ma vie et de la peur que j'ai vécue. Nando von Arp le raconte par épisode. Le titre de l'édition française est « Bouquet de peur ». Il parle de toutes les fois où il a dû fuir, littéralement submergé par la peur, sa peur de l'obscurité, des espaces confinés, de la solitude et de la mort.
Ça me plaît vraiment d'écrire du point de vue des autres, de décrire la façon dont ils me perçoivent, de façon ironique. Ils pensent tous que je suis bizarre et cela me conduit à l'isolement. Et quand on écrit ça dans une bulle de la BD en montrant quelqu'un qui a l'air un peu stupide et qui pense quelque chose de stupide sur vous, tout d'un coup ça devient... On se rend compte que c'est vraiment absurde. Ce qui est souvent de l'autodérision l'aide à assimiler ses expériences. Depuis sa plus tendre enfance, il a souffert de crises de panique et d'anxiété pathologique. De quoi a-t-il peur? D'être jugé par les autres ou de sentir qu'on vous observe, de ressentir la pression de gens qui vous jugent. Typiquement, c'était toujours dans des endroits dont on ne peut pas s'échapper ou sortir facilement. Des restaurants, des cinémas, des trains, des avions, des choses comme ça. Ces histoires sont centrées non seulement sur des peurs individuelles, mais aussi sur des expériences dans lesquelles on sait que la peur monte. Drogue, perte de contrôle, expérience borderline. Nando von Arp traduit tout cela de manière saisissante, dans des images oniriques où l'on sent la peur. La peur la plus immédiate, c'était de perdre le contrôle de mon corps, ce qui impliquait évidemment une peur de la mort. Le livre est un espace où il transforme les peurs et le négatif en images et en récits. Ce chapitre, je me suis dit que j'allais le dessiner très exactement en une seule fois. Parce que je ne me sentais pas l'envie de revivre ce souvenir encore et encore. Et voilà, comme je l'ai dit, je l'ai dessiné en une fois, juste avec le crayon sur le papier sans utiliser de gomme. Et je n'ai pas fait de storyboard, j'ai juste dessiné. S'il y a une erreur quelque part, si on peut appeler ça comme ça, il me suffit de dessiner par-dessus ou de l'incorporer dans le dessin ou dans la page. Ici, il faut le faire parce que je ne peux pas le dessiner à nouveau et d'une autre façon. Mais si quelque chose ne va pas à un endroit, par exemple, la jambe est trop devant le ventre, alors voilà. Ici, j'ai rajouté un peu d'ombre. Son premier livre, Trois pères, est étroitement lié à son propre passé. Aujourd'hui, l'œuvre a donné lieu à une adaptation pour une pièce du même nom au Jeune Théâtre National de Mannheim. Il y raconte l'histoire de son enfance dans une famille recomposée, avec 3 différentes figures de père, une histoire très personnelle d'identité, de responsabilité et de recherche de proximité affective dans une famille déchirée. Oh! Hey! Du hast Krebs! Mais en fait, ce qu'il y a de mieux, c'est le moment où la combinaison d'images et de textes prend forme. Et ça, on ne peut y arriver que dans les BD, où il se passe souvent quelque chose entre le texte et l'image. Quelque chose sur quoi on ne peut pas intervenir et qui est différent pour chaque personne qui lit. C'est pareil pour les ellipses entre 2 images. Ce qu'on ne voit pas ne se passe que dans l'esprit de celui ou celle qui lit. Thème récurrent des crises de panique, la peur de la maladie et de la mort. Elle provoque d'innombrables visites chez le médecin, du fait de symptômes physiques provoqués par la seule peur de tomber malade. Bien sûr, derrière ces consultations, il y a ce petit espoir d'être libéré de tous ces problèmes humains que nous avons tous. Et qui, oui, font partie de notre existence. La peur appartient aux sentiments primitifs des humains parce qu'elle nous protège des animaux sauvages, entre autres. Mais aujourd'hui,
ils ne peuvent pratiquement plus nous nuire. Alors pourquoi tellement de gens ont-ils encore une peur aussi irrationnelle, une véritable phobie face à certaines créatures? Nous avons peur de certains animaux, mais sans aucune raison la plupart du temps. Je voulais comprendre pourquoi on chargeait ainsi de petits animaux inoffensifs. Et la seule explication pour moi était qu'ils déclenchent quelque chose en nous. C'est une occasion, une manière pour l'être humain de se confronter à ses propres abîmes. Des démons intérieurs ont fait des animaux effrayants. Stefan Wunsch est philosophe et marionnettiste. Il a consacré un livre entier aux animaux les plus redoutés de notre société. Le titre, en français, « Animaux malfamés ». Il explore les raisons profondes de nos peurs. Pourquoi les araignées, par exemple? Il n'existe aucune explication scientifique valable à ce sujet. En effet, les araignées sont pratiquement inoffensives pour l'homme. Je pense qu'il s'agit plutôt des mouvements et de l'apparence des araignées. La façon dont elles se déplacent, comment elles se faufilent, mais aussi l'assurance qu'elles dégagent. Les araignées savent très précisément ce qu'elles font. Elles n'hésitent jamais, ne tergiversent jamais. Elles sont très habiles pour tisser leur toile. On a l'impression qu'elles savent des choses, qu'elles ont un plan, qu'elles comprennent tout alors que nous restons assis là, sans savoir quoi faire. Les araignées remettent profondément en question notre vie. Dans mes différents travaux, je me suis régulièrement intéressé aux anciens bestiaires, des recueils de descriptions d'animaux datant du début de l'ère moderne ou du Moyen-Âge. Nous avons toujours regardé et jugé l'animal avec nos yeux d'humains sans aucun scrupule. Tel animal était méchant, tel autre était beau. Il y a de vieux mythes là-dessus. Et je me suis dit que ce serait sympa de concocter quelque chose d'équivalent pour notre époque, avec la conscience que j'ai aujourd'hui de l'importance de la projection dans ce processus. En fait, chaque animal que je dépeins incarne une peur bien précise, ou un doute particulier. Le requin est un symbole de cruauté. Le requin nous dit que nous pouvons être déchiquetés à tout moment. Et il vient des profondeurs, avec son énorme mâchoire. Mais le requin se marie bien aussi avec la cruauté humaine, car le requin est une arme parfaite. Et c'est précisément pour cette raison que certaines personnes le trouvent fascinant. Stefan Wunsch n'est pas zoologiste, juste quelqu'un qui s'intéresse aux belles histoires et à la création. Dans son atelier à Aix-la-Chapelle, il dessine, crée des personnages et écrit des pièces de théâtre. Je veux que mes personnages regardent les gens. Et je veux que les gens reconnaissent un certain regard dans les personnages. Que les personnages soient un miroir pour les gens. Qu'on les regarde parce qu'on s'y reconnaît. Cela signifie aussi que les personnages ne doivent pas être trop détaillés. Ça ne doit pas être trop naturaliste, trop abouti. Il faut laisser un espace de liberté pour que chacun puisse y projeter sa propre vision. On reproche souvent aux gens d'humaniser les animaux. C'est une erreur. Pour être honnête, c'est plutôt l'inverse. Lorsque nous découvrons chez les animaux des similitudes avec nous, les humains, nous découvrons en fait de l'animalité chez nous. Ce n'est pas illusoire du tout de nous redécouvrir et de nous refléter dans les animaux. C'est ce mélange d'étrangeté et de proximité qui rend les animaux si intéressants pour le théâtre de marionnettes. J'ai aussi besoin du geste de l'animal. J'ai besoin d'un mouvement caractéristique. Et pour cela, il est important d'observer vraiment les animaux. Le vautour nous rappelle la mort. J'ai peur de la mort. L'idée de disparaître complètement, que tout continue ici sans moi, je trouve cela terriblement injuste. Les vautours viennent quand la mort est proche, quand un animal meurt. Et les vautours sont austères et impitoyables. Ils nous rappellent que nous sommes de la matière organique encore vivante un instant auparavant.
Et puis nous sommes quelque chose que les vautours peuvent manger. Et cet œil acéré des vautours nous effraie. Mais les vautours ont aussi, dans certaines cultures, des attributions ambivalentes ou positives. Parce qu'on dit qu'ils ramènent les humains dans le cycle. Je ne voulais pas aller contre les préjugés parce que je pense qu'ils n'existent plus vraiment. Tout le monde sait aujourd'hui que les animaux ne peuvent pas être mauvais. Ce que je voulais, c'était, en allant plus loin que le côté effrayant de ces animaux, réfléchir à nous, les humains. Et si ce n'était pas seulement nos peurs personnelles qui nous tourmentaient? Cette artiste vit à Bâle et elle est bouleversée par ce qui se passe dans le monde qui l'entoure. Elle ne veut pas l'accepter sans réagir, car alors son angoisse deviendrait trop forte. Chez Anna Vojić, la peur peut prendre les formes les plus diverses. Une promenade en bateau à l'issue incertaine, ou une forêt d'aiguilles pointues. Dans mon travail, je m'intéresse aux changements sociaux et personnels ainsi qu'à l'évolution de la politique. Et la peur joue un rôle important. Il peut s'agir de la montée du populisme ou de situations de guerre. Il y a des moments où il faut se réorganiser, mais où l'on ne sait pas encore quelle direction prendre. Elle s'intéresse très tôt à la politique. Elle a été graffeuse, squatteuse. Pour elle, l'art et l'engagement vont de pair. On lit les journaux, on regarde les émissions, on s'informe sur le monde et dans mon cas, ça reste gravé dans ma mémoire. Je ne peux pas en faire abstraction. Je pourrais me dire que je vis en Suisse, que je bénéficie d'un environnement sûr, que je ne devrais pas passer des nuits blanches parce que d'autres gens meurent ailleurs, mais ça m'affecte énormément. Un drone en approche devient dans le dessin l'expression réaliste de la peur de la guerre et de la mort. D'autres motifs restent énigmatiques, ambigus. Anna Vojić veut capturer des ambiances, pas donner des leçons aux spectateurs. Vous pouvez lire vos propres peurs ou votre histoire dans ces images, comme dans l'œuvre qui recouvre tout un mur de son atelier à Bâle. Il y a un personnage qui creuse, mais on ne sait pas très bien ce qu'il creuse. Veut-il détruire cet arsenal ou s'agit-il simplement d'une tombe pour les soldats? Le thème central, c'est le désir ardent d'être sauvé. L'autre moitié de l'image traite véritablement du sauvetage, de l'espoir. C'est pour ça que j'ai dessiné ce bateau. Mais il repose en réalité sur des tréteaux. Il ne se trouve pas dans l'eau. Il s'agit en fait de savoir comment nous pouvons être délivrés de ces états d'angoisse. Voilà plus de 10 ans qu'Anna Vojić fait partie intégrante de la scène artistique bâloise. Ses œuvres ont été exposées dans des salles d'exposition suisses et européennes, récemment sur le thème de la peur dans le célèbre espace artistique alsacien Fabrique Culture, sous le titre « Just Another Fear », une peur de plus. Non seulement les peurs mondiales, mais les expériences très intimes deviennent aussi de l'art. Par exemple, la naissance d'un enfant comme horreur physique, comme expérience personnelle d'impuissance. Cette image, c'est lié à un souvenir. Il s'agissait en fait d'une césarienne, une situation qui m'a causé une très grande peur à ce moment-là. Quand on voit ce genre de lame, on se sent tout simplement totalement vulnérable. Le fils qu'elle a mis au monde à l'époque a aujourd'hui 3 ans. Elle connaît les peurs des enfants, celle d'être laissée seule, celle de l'obscurité. Et elle connaît aussi le stress d'une mère qui doit fonctionner dans une société axée sur la performance. Elle l'a immortalisé dans un autoportrait.
J'ai parfois peur, comme je suis une artiste et que je dois aussi tenir mon rôle de mère, de ne pas pouvoir faire les deux convenablement. Et le résultat de ce conflit, ce sont toutes ces nuits sans sommeil. Et j'éprouve un besoin très fort de les intégrer dans mes tableaux afin de créer une sorte de miroir qui nous permette d'aborder ces sujets. Anna Vujic travaille avec du fusain, en noir ou en sanguine, deux couleurs d'une grande intensité. C'est nécessaire, dit-elle, si l'on veut traduire en images l'angoisse existentielle des êtres humains, y compris celle des artistes eux-mêmes. La création artistique en soi génère beaucoup d'angoisse. C'est un métier très précaire. On ne sait vraiment pas ce que l'année suivante nous réserve, tant sur le plan financier que conjoncturel. J'ai beaucoup d'amis qui ont peur de continuer à faire de l'art, car ils entrevoient de moins en moins de possibilités. C'est un sentiment que je perçois, cette crainte pour l'avenir. Que faire lorsque la peur devient trop forte? À travers ses œuvres, Anna Vujic expose ses propres peurs et nous donne un coup de main pour les affronter. Il y a beaucoup d'étapes différentes. Parfois, quand j'essaye d'en tirer quelque chose, quand j'arrive à faire des dessins, c'est la créativité qui l'emporte. Mais pour certains thèmes, je suis tellement paralysée par ces peurs que rien ne peut en sortir. Cela ne débouche que sur un tourbillon de pensées. Et ce qui m'aide alors, c'est simplement d'échanger avec d'autres personnes, afin de ne pas être seule face à toutes ces peurs, qui sont aussi une motivation pour changer quelque chose. Elle dit qu'il ne faut surtout pas les refouler, car peu importe leur ampleur, elles ne diminueront pas si l'on essaie de les enfouir. Il faut apprendre la peur. La peur ne disparaîtra pas forcément, mais elle perdra de son caractère menaçant. Les peurs viennent du fait qu'il est difficile d'être humain. C'est en fait un statut déraisonnable, parce que nous sommes déchirés entre la raison et l'irrationalité. Nous avons un peu de cerveau, mais il y a beaucoup de choses en arrière-plan que nous ne pouvons pas maîtriser. Il y a notre raison, nos instincts et nos pulsions profondément ancrés, et nos peurs. Cette fragilité est difficilement supportable. C'est pour ça que l'art existe. Ça remonte au temps où pour dire bonjour, nous disions « Ouga Aga ». C'est de là que vient la peur. Et quand elle comprendra que j'ai compris, que j'ai saisi et que je ne lui offre tout simplement plus cet espace, alors la peur finira par partir. C'est la panique, ce sentiment généralisé, la peur de tout le monde, tout le temps. Et je dois le dire clairement, la thérapie m'a aidé. Quand j'affronte mes peurs, je remarque aussi que je les neutralise en quelque sorte. C'est mon sentiment. Je ne sais pas si c'est vrai pour tous les hommes et toutes les femmes. Mais lorsqu'on affronte ces peurs, elles s'atténuent. Je pense que c'est lorsqu'on cesse de la chercher que l'on se rapproche le plus de la solution. Lorsqu'on cesse de penser que quelque chose ne va pas et qu'il existe un état idéal. Je veux dire qu'on se rapproche davantage de l'état idéal lorsqu'on ne le cherche pas.